je vois qu'il y a encore des gens qui s'inscrivent, donc voilà. Bonjour, voilà, donc je suis très contente d'être là ce soir pour cette conférence sur dépasser nos peurs de réussir. Et donc là maintenant, on est parti pour une petite heure de, où on va aborder ensemble quelles sont ces peurs, qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs de réussir qui sont souvent des peurs de l'échec. Et donc, avant de commencer, j'ai envie de vous demander qui est là. Donc, je vais regarder, je vois, il y a certains noms, mais c'est des prénoms, donc je pense que certains je les connais, d'autres je ne connais pas. Et donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Euh, donc, je renvoie juste un message pour permettre aussi aux gens qui arrivent encore maintenant d'arriver. Euh, donc voilà, le- pour savoir qui je suis, si vous voulez aussi, c'est un petit peu de mon parcours. Au départ, je suis biologiste et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et en 2002, j'ai eu un grand, pas un grand, en 2001, j'ai eu la naissance de mon fils. Et donc, ça a été un grand changement pour moi au niveau prise de conscience sur ce que je faisais dans ma vie et sur le fait que ça ne me convenait plus, en tout cas, de travailler comme je travaillais. J'étais déléguée médicale. Et, euh, et donc là, pendant mon congé de maternité, j'ai commencé à me renseigner sur les choses qui m'intéressaient. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Et je suis devenue coach en 2002. J'ai fait une école de coaching au Canada. Et puis, voilà, ça a été très très vite. J'ai changé de vie. Donc, j'ai dépassé mes peurs pour oser d'abord quitter un monde professionnel qui ne correspondait plus à mes valeurs. Et donc, voilà, j'étais pas du tout bien dans ma peau à ce moment-là. Et pour moi, c'était indispensable d'aller dans la direction, dans une autre direction, et en tout cas d'aller dans quelque chose de plus humain. Et donc, voilà, je suis partie en 2002 et je suis devenue coach professionnel. Et je me suis lancée en travaillant dans l'entreprise. Et en 2003, j'ai fait un autre grand saut où j'ai aussi dépassé une autre peur. C'est la peur, c'est la séparation. Donc, je me suis séparée du papa de mes enfants. Et donc, voilà, j'ai vécu 2 ans toute seule avec mes enfants. Et ça, c'était aussi, tout en lançant un nouveau métier, ça a été aussi un défi de vie que j'ai réussi à dépasser. Et puis en 2005, j'ai créé l'école de coaching Créa Coach. À l'époque, j'étais avec un partenaire qui était coach aussi, et donc on a travaillé tout ça ensemble. Et donc je me suis formée tout le temps à en connaître un peu plus sur l'être humain, sur la peur, sur la colère, sur toutes nos émotions qui nous bousculent. Et j'ai aussi étudié l'épigénétisme, et ça j'en parlerai un peu plus tard, parce que pour moi tout s'explique au niveau des neurones, au niveau de la pensée justement, et c'est sur cette pensée que l'on va pouvoir travailler aujourd'hui. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, sauf si vous avez encore une question qui vous préoccupe ou que vous avez envie de poser là maintenant. Voilà, bonsoir Eliane, bonsoir Valérie, Joanne, Caroline, Nathalie et Anne-Marie. Merci d'être là. En tout cas, celles qui ont mis un message, je vois qu'il y a encore des gens qui se rajoutent, Solange, Catherine. Donc, n'hésitez pas à participer en posant des questions via le chat, parce que j'aime toujours bien l'interactivité, je suis quelqu'un du lien. Et ici, me retrouver devant mon ordinateur à parler des peurs, c'est aussi à parler de moi, mais j'aime bien parler de vous. Donc voilà, si vous avez envie de partager quelque chose, vraiment, n'hésitez pas. Je suis très heureuse de répondre à vos questions tout en déployant, en développant cette conférence sur dépasser nos peurs de réussir ou notre peur de réussir. Alors, au programme de cette soirée, on va parler des peurs et de leurs manifestations. Donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce- d'abord, quelle est la manifestation que l'on va observer qui nous dit que derrière ça, il y a une peur? Ensuite, on va voir les différentes peurs cachées, parce que la plupart des gens vont dire j'ai peur de rater. Je ne me lance pas dans un projet parce que j'ai peur de rater. Mais derrière cette peur de rater, il y a une peur de réussir.
Et derrière ces peurs de réussir, il y a énormément de peurs que l'on va développer ensemble ce soir. Et puis je vous parlerai de la neurobiologie et donc de l'impact qu'a la peur sur la physiologie du corps et sur la loi de l'attraction aussi. Et puis on terminera la présentation sur la décision de se libérer, c'est-à-dire le choix d'aller plutôt vers je choisis de réussir plutôt que je nourris ma peur de rater. Et là, je vous donnerai quelques petits trucs par rapport à ça. Voilà le programme de la soirée. Donc, salut Christophe, je suis contente que tu sois là. Je vois qu'il est connecté de Cologne. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît très fort avec les visioconférences, c'est d'être un peu partout dans la francophonie. Voilà. Donc, bienvenue à vous tous et on est parti. Alors voilà quelles sont les manifestations des peurs. Les peurs vont se manifester par des comportements. Et donc ici, quand je vous propose ça, on n'est pas dans la peur panique, qui est une peur de survie, qui nous empêcherait de traverser la route quand il y a une voiture qui passe. On est plutôt dans une peur qui est consciente ou inconsciente et qui nous empêche de réussir. Et donc quand on est dans des comportements d'inaction, on peut se dire qu'il y a quelque part une peur qui se cache derrière nos comportements et que le coach que je suis est à la recherche de cette peur pour aller la démystifier et pour aider la personne d'abord à en prendre conscience, à voir si cette peur est toujours d'actualité et puis à la transmuter. Transmuter, c'est la transformer. Alors, une des manifestations, c'est la passivité. Donc on a des personnes qui se positionnent dans la passivité, dans la paresse, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Et donc ils sont plutôt dans éviter de, c'est-à-dire éviter les conflits, éviter de déplaire, éviter les problèmes, éviter les surprises. Et ces personnes-là sont en général souvent des suiveurs. Et en même temps, ils ont envie de bouger. Et en même temps, ils ont envie de prendre leur destinée en main. Et donc, quand ils viennent trouver un coach dans cet état d'énergie, ils sont extrêmement frustrés. Parce qu'ils viennent en disant, j'ai envie, mais je ne bouge pas. Je, je ne me mets pas en action. Et donc, le coach va alors aller à la recherche de qu'est-ce qui se trouve derrière cette passivité, quelle est la peur. Ensuite, un autre symptôme, on va dire, un comportement qui cache une peur, c'est la procrastination. Alors la procrastination, c'est remettre à plus tard quelque chose que l'on pourrait faire aujourd'hui. Et souvent, quand on est dans la procrastination, c'est que on se dit quelque part qu'il y a mieux à faire que faire ce que l'on devrait faire. Et donc, ça peut être parce qu'on ne trouve pas de sens à ce qu'on a à faire, mais ça peut être aussi parce qu'il y a une peur, soit une incompétence, il peut y avoir quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il y a aussi la dévalorisation. Alors, la dévalorisation, ça, c'est quelque chose que l'on va rencontrer très très souvent. C'est le côté je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. En fait, je préfère ne rien faire que de commencer quelque chose où je ne suis pas compétent. Donc, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Derrière une dévalorisation, il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Je vais juste encore mettre un petit mot, juste pour les gens qui recherchent, mais si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé, c'est que ce site ne fonctionne pas avec Safari, mais il fonctionne avec Firefox ou d'autres réseaux. Donc, voilà. Donc, la dévalorisation, c'est une façon de se dire, moi, je ne suis pas à la hauteur, moi, je me mets en position basse et je ne suis pas aussi bien que les autres. Et donc, à ce moment-là, ou que l'autre, on est dans la comparaison, mais on a une peur aussi. Donc, on va aller voir quelle est la peur. Les excuses, c'est pareil. On a plein de gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bouger. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui me dit, j'ai envie, mais j'ai ci, mais j'ai ça, mais j'ai ci, mais j'ai ça. Et donc, elle avait chaque fois des raisons pour ne pas avancer, des excuses qui sont bonnes, mais en même temps qui protègent la mise en action. Mais derrière les excuses, quand on a creusé, on a trouvé plein de peurs. Et donc ces peurs-là, il faut regarder si elles sont objectives ou pas.
On a les fausses croyances aussi. Les manifestations, ça veut dire des... quand on est dans la fausse croyance, c'est il devrait, c'est lui, il devrait me comprendre. Je ne bouge pas, je me trouve pas des excuses, mais je me fais, dans ma tête, je me mets plein de principes qui m'empêchent d'avancer. Et derrière ces principes, c'est une protection parce qu'on a trop peur d'avancer. Et donc on garde parfois avec conscience ces fausses croyances. Les préjugés, c'est pas tout à fait la même chose que les fausses croyances, c'est un petit peu du même ordre, mais c'est le jugement qu'on a sur les autres. Euh, donc on peut avoir peur de quelqu'un, on peut avoir peur de la réaction. J'ai une jeune fille qui est venue en coaching cette semaine et qui était venue il y a une semaine, il y a 3 semaines en disant je n'aime plus du tout le métier que je fais, infirmière psychiatrique, j'ai peur de trouver un suicidé chaque fois que je rentre dans une chambre. Donc elle était très forte dans ses fausses croyances ou en tout cas c'est ce qu'elle se mettait dans la tête pour lui faire peur. Et puis elle me dit, je veux absolument changer, je veux trouver un boulot, mais je ne trouverai pas. Et elle était très très coincée dans sa situation. Et il se fait qu'entre la première séance et la deuxième séance, elle a une offre d'emploi. Et elle revient, elle me dit, oh, j'ai très très envie de changer euh, pour être infirmière dans un autre domaine, plus dans l'esthétique, ça me plaît beaucoup mieux, il y a moins d'enjeux, mais j'ai peur de la réaction de mon père parce que c'est descendre de niveau professionnel, c'est moins prestigieux, c'est avouer un échec. Et en fait, voilà, derrière plein de préjugés, de pensées sur l'autre, on s'empêche d'avancer. Et tout ça, toutes ces manifestations sont des peurs qui sont bloquantes. Alors, je vois que Yann est arrivé, donc ça valait la peine que je prenne un instant pour faire un petit SMS. Donc voilà. Alors on a aussi dans les manifestations le perfectionnisme. Le p- donc ça veut dire quoi le perfectionnisme? Beaucoup de gens ne se lancent pas dans un projet tant qu'il n'est pas parfait. Et donc je vois ça dans les personnes que j'accompagne qui passent un temps fou à peaufiner leur travail, à l'améliorer, à aller dans le détail, et ils ne se mettent pas en action dans la recherche de clients, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de, de quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais ils se protègent par du perfectionnisme. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de ne pas être parfaits, ils ont peur de la relation. Donc tout ça, ça va dépendre aussi de chacun. C'est pour ça que quand je donne ce type de conférence ou de formation, je ne donne jamais une technique qui dit quand il y a ça, vous faites ça, quand il y a ça, vous faites ça. Parce qu'ici, on a toute une série de manifestations possibles et notre défi, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc peut-être qu'en entendant tout ça, vous vous dites, mais oui, moi je suis un petit peu là, je bouge pas, parce que je procrastine, ou je trouve des excuses, ou bien la dernière partie, j'ai de la résistance à sortir de ma zone de confort, de contrôle ou de confort. Ça veut dire que je sais que là où je suis, c'est pas confortable, mais je sais ce que j'ai. Et donc à ce moment-là, je prends pas de risque ou j'ai très peur d'aller vers l'inconnu. Donc la peur de l'inconnu sera aussi un frein qui va limiter plus d'un. Donc ça, c'est toute une série de manifestations et je pense qu'il peut encore y en avoir d'autres. J'ai fait un petit topo là pour démarrer. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un travail sur quelles sont ces peurs qui se cachent derrière ces comportements. Alors les peurs sont évolutives et ça aussi c'est assez intéressant de pointer. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est à la limite entre le coaching et la thérapie. Et donc on va aller voir, et c'est peut-être intéressant pour vous de se dire, tiens, quelle est la peur qui se manifeste en moi, qui fait que je ne bouge pas, que je ne mets pas en action. Et donc une des premières peurs que l'on peut observer, c'est la peur de l'embryon. Ça veut dire quoi la peur de l'embryon? C'est en fait ce que l'embryon a pu ressentir dans le ventre de sa mère, c'est l'embryon qui devient fœtus et qui commence à avoir de la conscience, c'est le non-désir. Si l'enfant a senti un non-désir de la part de sa maman, et toute sa vie,
il risque de ne se sentir pas à sa place. J'ai énormément de gens qui viennent avec ça, en disant, je suis pas à ma place, je ne trouve pas ma place, je ne trouve pas ma place dans ce monde. Et parfois, c'est juste un problème de non-amour à la naissance. Et donc, avec ces personnes, moi, je leur dis, mais peut-être que tu l'as perçu à ce moment-là, l'amour, et de façon inconsciente, ça s'est manifesté dans ton, dans ton être. Euh, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te redonner de l'amour, de te redonner du désir, de te donner de l'envie de vivre et de devenir le parent que tu n'as pas eu, mais devenir le parent pour toi, pour retrouver ta place. C'est une des premières étapes pour avancer vers un projet. Ça, c'est une peur qui est pointée. Et de la pointer, on peut la démystifier et puis après, on peut parfois la laisser comme ça. Ok, là maintenant, je prends la décision de prendre ma place. Je choisis d'être à ma place. Et ça, c'est d'une personne à l'autre une grande redécision. En analyse transactionnelle, on va parler de redécision dans sa vie. C'est qu'on se met en mouvement par rapport à un désir, mais qui est un désir de vie, un désir d'amour, un désir de prendre sa place. La deuxième peur, et c'est ça que je vous dis, c'est évolutif, c'est la peur de la naissance. Et à la naissance, on a peur de mourir. Donc, à ce moment-là, quand on a ce trauma quelque part, et excusez-moi, je vais fermer la porte pour le bruit. Donc, voilà, merci. Donc, la peur de la naissance et cette peur de mourir en naissant, c'est une peur qui est ancrée comme un traumatisme et je l'ai vécu personnellement parce que j'ai fait un travail sur moi pour aller nettoyer ça. Quand je suis née avec le cordon ombilical autour du cou. Et donc, je suis née toute bleue parce qu'on tirait d'un côté et j'ai tout fait de l'autre côté. Et donc, quelque part, sortir, naître pour moi, est quelque chose de douloureux. Et je dis souvent, il y a des accouchements douloureux dans mes expériences de vie. D'une part parce que le mien a été, ma naissance a été traumatique. Et que en plus mes enfants ne sont pas nés non plus très facilement. Ils étaient bien à l'intérieur. Et donc, quand on a ce type de trauma, tout nouveau projet risque de mettre plus de temps. Parce qu'on se dit que quand le projet va arriver à la vie, je pourrais mourir. Et c'est inconscient, c'est pas quelque chose qui est marqué consciemment dans nos cellules. C'est à partir du moment où on prend conscience que c'est ça qui s'est passé à la naissance, on peut lâcher cette peur de mourir. Je sais bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui par exemple, je suis arrivée à l'aboutissement d'un projet, c'est que mon deuxième livre a été édité, je viens de le recevoir, et j'ai dit, ça a été de nouveau un accouchement difficile. Le premier, le deuxième, mais j'ai plus peur de mourir. Je ne vais pas mourir en éditant un livre, en allant à bout d'un projet. J'ai dépassé, mais il reste encore peut-être une peur qui a fait que ça a pris toujours du temps et ça a été toujours difficile. Mais en même temps, ben, la preuve, je ne suis pas morte à la naissance. Donc ma conscience m'a montré que on peut dépasser cette peur-là. Mais elle peut être réactivée à certains moments. Et on peut utiliser des outils de psychologie énergétique pour nettoyer cette peur. Si vous la sentez se réactiver, ça vaut la peine d'aller chez certains psychothérapeutes qui sont outillés pour nettoyer les traumas. Ensuite, il y a la peur de la séparation. Alors la séparation, c'est le stade de l'oralité, c'est quand on tète le sein de maman et qu'après un moment, ben, on peut plus. Et du coup, on se sent, on est parqué dans une crèche avec un biberon et on est abandonné. Et en fait, la peur de réussir peut être aussi euh, la peur d'être séparé de ce que l'on connaît déjà. La peur que soit j'abandonne quelque chose, soit on va m'abandonner. Et là, j'ai travaillé avec une personne
Pour vous donner un exemple de cette peur-là, c'était une jeune indienne qui a été adoptée et qui a été adoptée très 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 tôt. En fait, sa maman, jeune indienne de 14 ans, enceinte, non prévue, est arrivée en Belgique pour accoucher. Et au moment de l'accouchement, la maman belge a pris tout de suite le bébé et la maman indienne, qui était une petite fille encore, est repartie vivre sa vie en Inde et personne n'a rien su. Et bien, cette femme, jeune femme que j'ai accompagnée, elle était en peur panique de faire une présentation en public. Et on a démystifié pour quelle était la raison qui l'amenait à paniquer à ce point de parler en public. Et en fait, elle en est venue de dire, mais quand j'étais dans le ventre de maman, on a voulu me, me liquider, on a voulu d'abord le faire avorter, et puis ensuite, à la naissance, j'ai été abandonnée. Et elle dit, pour moi, et on a mis des mots là-dessus, parler en public, c'est être visible, c'est sortir du cocon, du nid de la maman, et c'est risquer d'être abandonné à nouveau. Ou en tout cas, c'est risquer de ressentir la même émotion qui a été d'une violence à cette époque-là, et qui fait que, du coup, on est tétanisé aujourd'hui. Et c'est une peur euh, qui est viscérale, qui se trouve au niveau du cerveau reptilien, et donc qui bloque tout avancement dans le chemin de réussite. Mais rassurez-vous, on a bien pu démystifier cette peur-là, on a fait un travail, et là j'approche cette situation avec la psychologie énergétique, et, euh, et voilà, cette personne est arrivée en confiance à parler en public, même sans être préparée. Donc ça a été pour moi une belle histoire et un beau retour parce que quand on décide adulte de réparer nos blessures d'enfant, de fœtus ou de bébé, c'est cette décision qui prime. On va attirer la guérison très très rapidement. Ça marche de plus en plus vite aujourd'hui parce qu'on prend la décision de lâcher ces peurs qui n'ont plus de raison d'être. Ensuite, on a la peur de la castration ou du viol. Pourquoi est-ce que ça vient dans la réussite? Mais pareil, être vu, se montrer en public, c'est risqué d'être violé. C'est risqué que l'autre nous voit alors que on peut aussi... alors il y a une envie d'être vu, évidemment, parce que dans l'envie de réussir, il y a une envie d'être vu, mais ça réveille toutes les peurs de la petite fille ou du petit garçon qui a été castré, qui a été, entre guillemets, violé ou abusé parce que il commençait à exister en tant que personne différenciée. Et donc, si moi je me différencie en réussissant, peut-être qu'on va venir me dire maintenant tais-toi et on pourrait venir abuser de, de qui je suis. Et ça, c'est une peur que l'on rencontre assez fréquemment. Et là aussi, c'est quelque chose à nettoyer. Parce que malheureusement, dans tous les gens qu'on accompagne, que j'accompagne, je vois énormément d'abus, d'inceste, de choses pas très nettes qui font que l'enfant qui a été a donné un adulte qui a des peurs inconscientes qui l'empêchent de réussir. Or, à un moment, l'adulte, et c'est ça le chemin qu'on fait maintenant pour dépasser nos peurs, l'adulte décide. L'adulte peut dire je sors de cette dynamique et je choisis de libérer aussi cette peur-là. Donc, encore un petit message qui m'arrive en urgence pour assister à la conférence. Donc, je vais vite donner le mot de passe encore maintenant. Et puis, je vous rejoins. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc, ça sont les quatre premières peurs de la toute petite enfance. Et puis ensuite viennent la peur de l'adolescent et puis la peur de l'adulte que nous devenons. Alors ensuite, c'est la peur de déplaire. Alors ça, c'est quoi? C'est une peur qui nous tient adultes des années et même jusqu'à la fin de notre vie, si on n'y travaille pas, c'est de ne pas correspondre aux désirs de nos parents. Nos parents
nous projette dans un métier, nous projette dans leur illusion, et enfant, nous devons correspondre. Et nous faisons ça sans conscience, nous correspondons aux désirs de nos parents, jusqu'au jour où adolescent, on dit maintenant on ne veut plus. Et dans cette peur de déplaire, ça va nous tenir toute notre vie. Si on se décide de changer de vie et d'aller vers un projet nouveau, d'aller vers qui on est vraiment, on sait qu'on va déplaire. On risque de déplaire ou de décevoir nos parents. On risque du jugement. On risque du jugement de la part des personnes qui nous connaissent parce qu'on va progressivement se transformer. Tout ce chemin de peur est un chemin évolutif aussi où progressivement on va devenir qui nous sommes vraiment en écoutant nos désirs et en se désidentifiant des désirs des autres. Dans mon livre Que veux-tu vraiment, je parle pas mal de euh, cette projection que les autres nous mettent sur les épaules et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. C'est-à-dire que on devrait être une personne, une fille parfaite, une femme parfaite, une prof parfaite ou une employée parfaite euh, et une maman parfaite. Donc, et au fond, pourquoi? Parce qu'on voudrait correspondre aux désirs de nos proches. Mais on peut pas. À un moment, si on est tellement dans cette... J'ai peur de déplaire, j'ai peur de décevoir, donc je m'adapte, on se perd. Et cette perte de soi va nous rendre de plus en plus ternes et de plus en plus déconnectés de la vie. Et certains s'arrêtent là. Voilà. Ils rentrent dans une certaine conformité pour ne pas déplaire. Et au fond, ils sont malheureux. Alors, ils s'en rendent pas compte parfois, mais plus les gens font un travail de chemin de développement personnel, plus ils vont se rendre compte que euh, c'est plus eux. Et devenir adulte, c'est se désidentifier du désir de nos parents. C'est de se désidentifier du désir de nos partenaires, enfants, frères, sœurs, amis, et de retrouver son axe et sa place. Ça, c'est vraiment le défi quand on vit avec cette peur. Alors, une autre peur aussi, c'est la peur de ne pas être quelqu'un de bien. Alors ça, c'est un niveau au-dessus. On est dans, ok, si moi je me lance dans un projet qui est différent euh, de ce que fait la majorité des gens, eh bien, est-ce que je vais être encore aimée? Est-ce que je vais être... J'ai peur de sortir de la conformité. J'ai peur d'être considérée comme un traître ou comme un illuminé parfois. Et donc, nous allons rester avec des loyautés qui vont nous empêcher d'aller dans notre authenticité. La phrase pour qui tu te prends, je pense que beaucoup d'entre nous, on l'a reçue quand on était petite ou petit. On a reçu cette phrase chaque fois qu'on venait avec une idée un petit peu originale, pour qui tu te prends? Et ça nous a frustrés, ça nous a castrés aussi, et puis on ne bouge plus. Voilà. Être quelqu'un de bien, c'est rentrer dans une normose. Mais rentrer dans une normose, c'est-à-dire dans la norme, quand on est dans un monde qui ne va plus, qui n'est plus cohérent, la normose devient une maladie. Sortir justement de la conformité, c'est retrouver la vie en soi, c'est retrouver l'authenticité en soi pour se dire je peux me lancer comme personne, comme individu, je peux aller vraiment au bout de mes rêves parce que je sais ce que je vaux, je sais que je peux être à la hauteur de mes ambitions. Mais pour ça, ça demande beaucoup de travail, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Et ça, on va travailler aussi en coaching individuel, on va vraiment apprendre à se refaire confiance, à se mettre en bienveillance pour soi, à se respecter. Là, on est vraiment dans la notion de valeur. Euh, Est-ce que je dois rester loyale par rapport
au désir de mon père ou de ma mère sur moi. Ou, ou encore dans la loyauté, j'ai une dame que je suivais aussi qui, elle avait vécu les événements en Afrique quand il y a eu, à Kinshasa, il y a eu en 91 et en 2001, il y a eu des événements et cette personne est revenue et elle a tout de suite trouvé du travail chez un employeur qui l'a chouchouté, qui l'a mis en bienveillance, qui l'a mis vraiment, qui l'a sauvé quelque part par rapport à son trauma qu'elle venait de vivre parce qu'elle a perdu un membre de sa famille dans cet événement. Et après, elle allait de plus en plus mal. Après 8 ans dans cette fonction, elle vient me voir en coaching et elle n'allait pas bien, elle était en burn-out. Et cette personne ne pouvait pas imaginer quitter son patron parce que son patron l'avait sauvée dans une période extrêmement difficile de sa vie. Et elle était dans une loyauté qui l'empêchait de se respecter elle-même, de s'écouter et d'aller vers qui elle est vraiment, vers son plein potentiel. Et donc ça, rien que de le mettre à la conscience permet aussi aux personnes de dire maintenant je sors, maintenant ok, c'est bon, je peux me prendre, voler de mes propres ailes et vivre ma vie et pas vivre la vie qu'on me demande de vivre pour ne pas décevoir. Une autre personne aussi, et là c'est plutôt dans le peur de déplaire, ses parents l'ont fort chouchoutée et à 30 ans elle reçoit un appartement de ses parents pour s'installer et elle son seul rêve c'est de partir à l'étranger et de vivre à l'étranger. Et elle se sent loyale par rapport à ses parents qui lui offrent un appartement, mais en même temps elle se rend compte que cet appartement est une prison dorée. C'est le fait d'avoir ça qui la maintient. Et elle a peur de les décevoir, elle a peur qu'ils ne soient pas d'accord avec son choix de quitter la Belgique. Et donc, avec cette peur-là, elle bloquait. T'es totalement, je fais rien. Et ça fait un an, ça faisait un an qu'elle tournait en rond avec je peux pas partir, j'ai envie de partir. Et on a aussi démystifié ça pour qu'elle puisse se dire, là, je vais vivre ma vie à moi. Je vais être loyale avec mes parents en leur expliquant que je prends mes responsabilités, que je les remercie pour cet appartement, que je veux bien gérer la sous-location, que je prends ma place d'adulte dans ce monde-là, mais que je me mets plus en soumission de leurs critiques euh, sur tous mes projets et qui ne voulaient pas entendre parce que je, je- je n'allais pas dans le même sens que ce que eux voulaient pour moi. Et donc ça, c'est vraiment des expériences magnifiques de pouvoir se dire, rien que de mettre à la conscience ces peurs-là, on peut les dépasser. Alors il y a la peur de l'inflation aussi. La peur de l'inflation, c'est j'ai peur de devenir quelqu'un et j'ai peur de devenir quelqu'un de supérieur. L'autre, c'est je ne deviendrai peut-être pas quelqu'un de bien, c'est-à-dire qui correspond à la norme. La peur de l'inflation, c'est devenir supérieur peut-être aussi à mes parents. C'est-à-dire d'avoir un métier, une profession, une visibilité qui fait que je dépasse quelque part mes parents. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer dans la vie. J'ai peur de devenir supérieur à mes parents, supérieur à mes amis. J'ai peur de me la péter aussi. Parfois, c'est ça. Bon, je ne sais pas si on dit ça en France, mais en Belgique, on dit ça. Peur de se la péter, c'est j'ai peur de devenir quelqu'un arrogant si je réussis. J'ai eu ça avec un jeune champion de tennis. Il avait 19 ans et ses parents lui payent un coach mental qu'il gagne parce qu'en fait il jouait extrêmement bien au tennis mais il n'arrivait plus à gagner des matchs et donc il avait peur de battre des champions. Or il avait un niveau où il battait les champions en entraînement mais il ne les battait pas en tournoi. Et donc, et quand j'étais chercher le qu'est-ce qui l'empêchait sur un terrain de tennis de marquer les points gagnants, c'est qu'il m'a dit oui, mais si je deviens comme machin numéro un, je vais devenir arrogant, je vais devenir infect. Et je ne veux pas devenir infect, moi je suis un gars bien, je suis quelqu'un de gentil. Et à 19 ans, j'ai pas pu l'accompagner parce qu'il n'avait pas la maturité pour dire je transforme mon mental pour accueillir que
si je ne me lance pas, je vais, je vais rater. Donc là, il faut aussi une certaine maturité pour travailler nos peurs, avoir dépassé les premiers échecs de vie. Il faut d'abord des échecs. Il faut avoir, il faut montrer aussi peut-être que c'est en se plantant, c'est en ayant des peurs et en ayant des échecs que l'on arrive à dépasser tout ça, qu'on se rend compte qu'on est sorti de l'expérience plus fort. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à dire au niveau de la peur de l'inflation? Oui, quand on a peur de l'inflation, c'est aussi quand on devient directeur d'une... moi, j'ai eu ça avec un directeur qui est devenu CIO d'une société. Et en fait, il avait peur de devenir supérieur aux gens qu'il connaissait. Et donc, ce qu'on appelle d'être un petit peu rejeté, ce qu'on appelle renoncer à l'amitié avec ses collègues, avec les gens avec qui il était de même niveau, pour devenir le supérieur. Et donc, ça le bloquait dans son évolution. Cette peur aussi, on peut l'avoir quand on fait un travail de développement personnel et qu'on s'éveille. Pour moi, cette peur de l'inflation, c'est la peur de l'arrogance. Dire oui là, mais est-ce que c'est mon ego qui va prendre le dessus à ce moment-là, quand j'arriverai à ce niveau-là? Donc je préfère rester dans l'humilité et je vais rester là où je suis. Et là aussi c'est frustrant parce que tout en nous vibre en disant je veux aller quelque part, je veux réussir. Et en même temps, cette peur d'être au-dessus de la mêlée. Parce que qui je suis moi, beaucoup de gens disent ça, qui je suis moi pour dire à l'autre ce qui est juste. Euh, eh bien, parfois vous êtes juste la bonne personne pour le dire. Parfois, c'est parce que vous avez cette conscience-là que vous pouvez vous permettre de dire certaines choses, mais c'est pas pour ça que vous êtes supérieur. Vous devenez peut-être un guide, un éveilleur, quelqu'un qui a une conscience éveillée, une conscience un peu plus ouverte. Et donc, quand on a cette conscience plus ouverte, on est confronté à cette peur de l'ego. Et cette peur de l'ego peut nous faire rester trop humble aussi. Donc voilà, c'est toujours une question de discernement entre qu'est-ce qui est juste, comment est-ce que je peux développer ma fierté d'avoir réussi quelque chose, d'avoir été jusqu'au bout de mon rêve, et en même temps rester moi-même, rester pleinement dans cette ouverture, dans cette simplicité euh, à l'autre, être juste aligné. Et puis on arrive sur la peur de partager la lumière, et là c'est peur de la solitude du patron, c'est la peur d'aller toucher une dimension du soi, une dimension de soi-même qui est plus spirituelle, qui est plus ésotérique, parce que là, on va être soi, on va toucher quelque chose qui est de l'ordre du subtil, on va se sentir pleinement à sa place dans un projet qui est tout à fait juste, on va rayonner et on va être dans l'abondance et dans l'amour, et à ce moment-là, on va être victime ou quelque part on va attirer les jalousies, on va attirer euh, l'injustice, on va voir aussi l'injustice et quand j'ai peur de pardonner l'injustice, c'est qu'il y a un moment dans l'évolution où, quand on fait un chemin de développement personnel et spirituel, on arrive à se dire, ok, tout est juste. Et tout est juste, si je dis ça quand il y a un attentat quelque part dans le monde et qui touche des enfants, qui touche n'importe quelle vie humaine, je pense que beaucoup de gens n'entendraient pas cette phrase avec bienveillance si je dis tout est juste. Et en même temps, quand on fait un chemin évolutif et que on entre dans une conscience qu'il y a de l'ombre et de la lumière, que tout est connecté, euh, en effet, on a peur d'être heureux, même quand il y a du malheur. Et on s'empêche
On s'empêche d'aller vers cette plénitude générale, de cette plénitude, parce que il y en a d'autres qui souffrent. Il y en a d'autres qui sont violents les uns avec les autres. Il y a cette injustice impardonnable. Et on se dit que si on monte à ce niveau-là, comme les sages, comme les personnes éveillées, euh, c'est pas juste. On peut avoir ce sentiment-là. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des maîtres, enfin de suivre un maître spirituel qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Ça n'empêche pas de se mettre en colère euh, par rapport à un attentat. Je l'ai déjà vu réagir violemment dans le moment où elle apprend, parce que c'est scandaleux, mais elle n'a pas peur. Elle est dans... Après, quelques minutes après, elle revient dans la joie parce que la personne qui est devant elle a besoin de cette joie-là. Et elle ne va pas rester dans la rancune par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la violence. Elle va être pleinement dans l'instant présent. Et donc, quand on est à ce niveau-là de conscience, eh bien, c'est vivre l'instant présent, vivre le travail sur soi avec sagesse qui fait qu'on va devenir des êtres un petit peu isolés, des êtres qu'on ne va pas comprendre, parce que même s'il y a des choses gravissimes, on peut rester aligné dans la joie. On peut briller, on peut continuer un chemin où on va être au service des autres, partager notre lumière, notre amour. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que on n'est pas fait, on n'est pas prêt à ça. Et donc, et on s'en empêche. Et donc, le chemin d'évolution permettrait de se dire, je continue, je continue à avancer et je vais jusqu'à mon authenticité, jusqu'à qui je suis vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces peurs ou une envie de partager? Peut-on souffrir de ces peurs de bébé si on ne les a pas vraiment vécues? Si on ne les a pas vécues, on ne sait pas si on ne les a pas vécues en fait. La peur de l'abandon, par exemple, on peut tous l'avoir vécue parce qu'on a été déposé à la crèche ou on a été oublié dans un berceau pendant 10 minutes de trop. Je pense que tout ça, c'est fort inconscient. Donc c'est inconscient, mais c'est réveillé aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça se réveille régulièrement dans le même type de situation. Et donc, si chaque fois on est réveillé vibratoirement, émotionnellement par le même type de situation, c'est qu'il y a eu sans doute un traumatisme dans l'enfance ou dans même le prénatal. Merci Christophe. Et donc, cette hiérarchie des peurs, c'est vrai que c'est plus de l'ordre du thérapeutique et en même temps pas, c'est de l'ordre de la connaissance de soi. Et pour moi, quand on met des mots, et c'est ça que le coach évolutif va faire, c'est chercher, permettre la guérison de l'âme, c'est-à-dire, ah, je vois j'ai oublié un S à peur, dépassement des peurs pour aller vers son authenticité. Donc, en fait, il y a une des questions fondamentales dans le coaching. Les personnes veulent aller vers quelque chose, ils veulent aller vers un objectif, vers un rêve. Tout leur non-verbal montre ce désir, cet élan de vie vers un objectif. Et puis, toutes les peurs freinent cet élan. Donc, on peut vraiment faire le mouvement où on voit l'élan de vie qui veut aller vers, et puis, ouf, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et là, c'est un élan qui nous pousse vers l'arrière. Et donc, le non-verbal et l'expression de la personne va nous aider à aller voir euh, qu'est-ce qui empêche. C'est une des questions fondamentales du coaching évolutif, c'est qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque pour aller vers ton rêve. Et donc, de ce côté-là, on va aller investiguer à différents niveaux ce qui se passe. Donc, la souffrance est ce qui nous arrive quand
est ce qui nous arrive sans qu'on y trouve le sens. Donc, on souffre, c'est vrai, on souffre quand on ne voit pas toujours quel est le sens à ce que je vis. Alors, je lis la phrase Yann. À l'heure actuelle, j'ai toujours peur de ne pas être aimé, ce qui me bloque dans mes relations, aussi bien personnelles que professionnelles. Ben oui. En fait, là, on a tous cette peur-là, c'est le besoin de reconnaissance, si on va, c'est le besoin de plaire, le besoin de correspondre aux désirs de mes parents, besoin d'être... toutes ces peurs-là sont des peurs d'être rejeté, sont des peurs de ne pas être aimé. Donc, en fait, personne de nous n'a été aimé parfaitement quand on était bébé. Nos parents nous ont aimés avec leurs moyens du bord et avec leurs propres blessures. Et donc, on a tous nos blessures à différents niveaux, mais fondamentalement, Neil Donald Walsh va dire, dans la vie, il y a que l'amour ou la peur. Et donc, à vous de se dire, mais qu'est-ce que je choisis? Si je n'ai pas reçu l'amour, est-ce que je suis capable de m'en donner à moi tout seul, plutôt qu'aller le chercher chez les autres? Parce que finalement, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas imposer et, euh, et recevoir l'amour comme j'aimerais le recevoir, donc je dois d'abord apprendre à me le donner. Et c'est le défi de vie de plein d'entre nous. Donc, euh, donc voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question, ou beaucoup, je ne sais pas. Donc, comme je disais, on va aller à la recherche maintenant intellectuelle de la peur. Ça veut dire comprendre. Ce qu'on vient de faire maintenant en repositionnant toutes nos peurs, c'est comprendre ce que, ce que ça veut dire intellectuellement, euh, nos symptômes, mettre des mots sur ce qui nous arrive et pouvoir dire, mais cette peur-là, j'ai plus besoin de la garder, je vais y travailler, je vais faire un chemin pour la nettoyer. Et puis, il y a aussi l'écoute sensorielle, c'est-à-dire être fidèle à ce qu'on éprouve, c'est s'écouter. La peur, elle se manifeste dans le corps. Récemment, je l'ai ressenti hier, j'ai reçu un mail qui m'a... Je me dis, c'est pas clair, ça ne m'arrange pas, je sens ici qu'il y a du jeu de pouvoir, je suis pas OK avec ça, je vais dire non dans cette négociation. Eh bien, au moment où je m'apprête à écrire le non, en écoutant mon corps, je sentais ma respiration qui montait, mon stress, les joues qui chatouillent ici et les oreilles qui vibrent. Et j'ai qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai peur. De quoi j'avais peur? J'avais peur d'être rejetée. J'avais peur que le gars à qui je disais non professionnellement me, au-delà de me rejeter, m'agresse. Et cette peur, elle est quand même encore, elle est encore présente à petite échelle, mais je me rends compte que je la travaille parce que dans mon expérience, dire non, c'est risquer d'être agressé, verbalement ou je ne sais pas physiquement, je pense pas, mais surtout verbalement. Et donc, poser un acte de fermeté où je mets mes limites engendre chez moi euh, des symptômes physiologiques. Et plus j'avance, moins ces symptômes sont forts, parce qu'avant, les symptômes étaient tels que je ne pouvais pas mettre mes limites. Donc je n'arrivais pas à mettre cette fermeté en place. Et donc plus on fait du chemin, plus on arrive à se positionner parce qu'on s'écoute. Attends, le nombre de personnes qui me disent j'avais envie de dire non, j'ai dit oui, ou j'avais envie de dire oui, j'ai dit non. Pourquoi est-ce qu'on ne s'écoute pas? Parce que ce qu'on entend à l'intérieur du corps, ce que le corps nous manifeste, c'est pas encore là, c'est écouter son cœur aussi, mais ce que le corps manifeste est un signe. Et vraiment, je vous conseille avec vraiment d'aller à l'écoute de votre corps
parce que vous allez voir à quel point il vous donne toutes les réponses. Plus le temps passe, plus j'entends à travers mon corps ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour moi. Et j'ai encore un petit peu de difficulté à l'exprimer. Et donc ça, c'est un apprentissage parce qu'il y a une peur qui peut encore arriver de si je le dis, je casse la relation ou je me fais agresser. Ou... Et donc je suis en train de nettoyer et de voir que ça évolue de mieux en mieux par rapport à ça. Et donc, écoutez votre corps le plus possible, vous aurez les réponses à toutes vos interrogations, mais à ce qui est juste pour vous. Et puis si vous ressentez de la peur qui se manifeste, est-ce qu'il y a des endroits particuliers où la peur se manifeste en fonction des types de peur? Ça, je ne sais pas. Mais en fonction des gens, je pose souvent la question, où est-ce qu'elle se manifeste ta peur? C'est une question dans les exercices. Et c'est souvent l'estomac ou la gorge. Et ce qui est fort aussi, c'est que quand je demande aux gens où est-ce que ça se manifeste, ils mettent tout de suite leurs mains sur la partie du corps où ça se manifeste. Moi, je disais ça, c'est un petit peu dans le dessous des mâchoires, comme ça, mais ça a à voir avec quand même le chakra de la communication. Et donc, ça veut dire, je ne peux pas parler, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Et c'est pour ça que associer le coaching mental, intellectuel au sensoriel à nettoyer le chakra qui est touché peut vraiment être d'une puissance incroyable parce que on va vraiment tout de suite aller nettoyer et c'est pas compliqué à faire, il suffit de se positionner sur le symptôme et de le laisser évoluer là où il est, en fermant les yeux de préférence et on voit que ça s'apaise. Alors, difficile de faire la différence entre ce que notre corps nous montre pour nous protéger, donc on l'écoute, ou pour nous enfermer, donc on doit surpasser notre peur malgré les messages du corps. Oui, ça c'est ce qu'on appelle le discernement. Qui est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on écoute notre petite voix, notre mental, ou est-ce qu'on va écouter notre cœur? Et donc là, on est dans la partie intuitive ici de ce slide-ci. Je suis à la fois à l'écoute de mon corps sensoriel, je suis à l'écoute intuitive de mon cœur. Je ressens ou j'entends ce que mon cœur veut vraiment. Et ce que mon cœur veut vraiment, c'est ce que mon âme veut vraiment, c'est pas mon mental. Souvent, c'est le mental qui sabote. C'est le mental qui vient rajouter des peurs. Et celui-là, euh, j'ai envie de dire, par exemple, hier, c'est vrai, quand j'ai mis un nom par mail à cette personne, et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je le fais, j'ai un peu peur. Et tout à l'heure, il m'a téléphoné, mais j'allais commencer la conférence. Je l'ai renvoyé en disant je vais commencer une conférence. Je n'avais plus peur. Je me dis, ah, il y a quelque chose qui est guéri chez moi, parce que le fait qu'il m'appelle et qu'il me surprenne ne m'a pas, n'a pas déclenché une peur. Ah, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Donc, j'ai été à l'écoute de mon cœur en disant non, ça ne me convient pas, cette proposition. J'écoute mon corps réagit en étant plutôt oula, ça c'est pas bon pour moi. C'est pas que j'ai peur de lui, c'est que je ne veux pas collaborer avec lui, tout simplement. Et donc je peux faire la distinction entre ça me convient pas, mais j'en ai plus peur. Je peux me positionner, dire écoute, non, ce que tu me proposes ne me convient pas. Ça, pour moi, c'est ok, j'ai nettoyé, j'ai dépassé, je peux avancer dans le respect de moi-même. Et quand il y a le côté affectif, je me découvre par la relation. Et c'est exactement ce qui se passe ici dans une relation professionnelle où le waouh, chouette, on a un chouette projet et ce serait gai de le concrétiser ensemble. Et puis, on se rend compte que devant la relation, on ne se comprend pas, ça marche pas, il y a une prise de pouvoir, il y a un besoin excessif d'un côté, il y a une incompréhension. Et puis, tous mes signaux sensoriels réagissent, mon corps me dit attention, danger, mon cœur me dit mais
Mon cœur, c'est est-ce que j'ai envie ou j'ai plus envie de travailler avec ce gars-là? Ah ben mon cœur, il a plus envie. Il avait envie intellectuellement il y a un mois, mais avec tout ce qui se passe, mon cœur d'enfant libre n'a plus envie. Eh bien, il a le droit de le dire. Et donc là, c'est ça, je vais jusqu'au bout en disant non, j'ai plus envie. Et spirituellement, ça, j'adore aussi, c'est je vais aller à l'écoute de quels sont les signes qui me montrent que c'est juste ou que c'est pas juste. La démangeaison des ailes, comme je dis, waouh, je me sens accompagnée, je me sens guidée. Je tire une carte, elle me donne la réponse à ma question. Je, euh, enfin, il y a énormément de choses qui se manifestent dans la vie, sur un abribus, sur la radio qu'on allume dans sa voiture en sortant du travail, qui pour moi sont des signes qui me montrent que je vais dans la bonne direction. Et ça c'est cadeau. Moi, ça me fait sourire d'être accompagnée, de recevoir ce type de synchronicité qui me dit là, t'es tout à fait juste. Là, par contre, ça grince. Il y a plus de, euh, c'est plus juste. À ce moment-là, là, tout va se manifester vers le non. Et jusqu'ici, j'ai pas toujours écouté ça non plus. Je me suis dit, ah bah oui, je suis engagée, j'ai dit oui, je dois continuer. Mais c'est pas parce que j'ai dit oui à un moment T que je vais dire oui toute ma vie, alors que les conditions changent ou que l'information que j'ai est plus importante. Donc, ou parce que les signes de la vie me montrent qu'il est temps de changer de direction. Et ça demande aussi du courage. Parce que c'est sortir de la normose, c'est sortir de la conformité, de l'engagement à l'autre pour aller vers une écoute de soi. Et ça, j'accompagne aussi les gens, et c'est peut-être ça qui bouscule, c'est dire qu'est-ce qui est le plus important finalement. C'est écouter les signes, écouter ton cœur, euh, être fidèle à toi, ou partir vers ce que les autres attendent de toi te sentir bloqué dans cette vie qui est, comme dirait mon mentor Jean-Yves Leloup, qui n'est pas une vie pour la mort, mais qui est une vie pour la vie. Or, il y a des gens qui vivent des vies pour la mort. Ils se mettent dans une conformité, métro, boulot, dodo, et ils ne vivent pas, sont des morts vivants. Or, quand on fait un chemin d'écoute de soi, d'écoute de son cœur, mais allons-y, construisons notre plein potentiel, notre pleine vie et notre joie. Je vais juste mettre la prise de mon appareil. Voilà. Alors, je vais expliquer un autre petit message qui peut enfin, expliquer aussi ce qui se passe au niveau de nos cellules. Comme je vous disais, je suis biologiste et donc pour moi, la biologie m'a vraiment aidé à comprendre l'explication entre ce que je viens de dire au niveau des peurs, au niveau du développement personnel et spirituel. Tout ça, c'est des concepts. Tout le monde sait bien que une peur, c'est un concept. Et puis maintenant, on peut vraiment l'exprimer que une peur, c'est aussi biochimique, c'est aussi cellulaire, et tout ça se manifeste, et du coup, on peut y travailler, on peut développer en conscience un changement de vie, un changement de, de comportement, de croyance, parce on va travailler sur l'épigénétisme. Alors l'épigénétisme, c'est quoi? C'est une science qui étudie le fonctionnement, enfin l'influence de l'environnement sur notre histoire personnelle. Ce qui veut dire que notre cellule est entourée de récepteurs et que c'est ce qui se passe sur les récepteurs de la cellule qui va déterminer le génome et qui va faire en sorte qu'il y ait un changement physiologique. Et d'ailleurs, maintenant, les études montrent beaucoup que des traumatismes qui ont été vécus, par exemple dans la guerre qui a été vécue par nos grands-parents, voilà, eh bien, c'est inscrit dans leurs gènes qui sont passés de génération en génération et c'est inscrit dans nos gènes aussi. Et donc, on pourrait
vivre des peurs qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont transmises de génération en génération parce que ça modifie notre génome. Alors, ce qui veut dire aussi que nous pouvons modifier notre génome en conscience aussi. Donc, ça veut dire aussi que quand on a une pensée va se promener de neurone en neurone pour aller donner un effet physiologique. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir entre d'une pensée à l'autre, d'un neurone à l'autre, un chemin neuronal qui va engendrer une production d'hormones. Donc par exemple, quand on a peur, on a une pensée de peur, donc j'ai peur qu'il m'agresse, cette pensée va arriver quelque part dans, donc dans le cerveau, jusque dans l'amygdale qui se trouve à l'arrière du cerveau, et cette amygdale va produire des hormones. Dans le cas de la peur, c'est du cortisol principalement. Donc les gens qui sont stressés, qui sont très forts dans la peur, vont être bourrés de cortisol. Et donc ça veut dire qu'à la surface de leurs cellules, partout dans le corps, il y a des récepteurs à cortisol. Et donc tout le corps va exprimer des symptômes de peur, de stress, c'est-à-dire une crispation, une respiration courte, de la transpiration, euh, des rougeurs, voilà. Toutes sortes de symptômes qui peuvent aller jusqu'à l'estomac, puisqu'on parlait la peur se met dans le stress au niveau de l'estomac. Et donc tout ça c'est physiologique. Et donc on sait que ça se manifeste dans le corps de façon physiologique dans un sens, ce qui veut dire que ça peut aussi se manifester dans l'autre sens. Ce que je veux dire, c'est que, comme je vous ai dit dans la première partie, la peur va provoquer la libération du cortisol, mais on a vu aussi que quand on a de plus en plus d'études scientifiques le montrent, que l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, de l'altruisme, de l'empathie et du désir ou de l'amour, je réfléchis parce qu'il y en a encore une autre qui est de l'amour, euh, je ne reviens plus sur le nom de l'hormone. Il y a les endorphines, il y a l'ocytocine, ce sont des hormones positives. On voit que ces hormones sont capables de diminuer l'activité cérébrale des centres responsables de la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut décider de se reprogrammer mentalement avec du positif, avec de l'empathie, avec des phrases créatrices positives qui vont reprogrammer le mental pour aller produire des sentiments plus positifs et diminuer l'impact de la peur dans le corps. Je vous propose de faire un petit exercice là maintenant qui va vous permettre de ressentir ça. Je vous propose d'abord d'être dans la bienveillance avec vous-même, de ne pas avoir de préjugés et de vous laisser aller quelques minutes à d'abord penser, en fermant les yeux, à un événement qui vous stresse, qui vous fait peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur? Si vous avez pensé à un événement, sentez cet événement et sentez où cette peur se manifeste dans votre corps. Est-ce que cette peur est une peur qui vous active comme un stress positif ou c'est une peur qui vous paralyse? Ok. Pour ne pas rester dans cet état-là, je vous propose de mettre maintenant, de penser à l'inverse de cette peur. Si vous avez peur de cette situation, quel est le désir qui se cache derrière cette peur? Quel est le désir? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment à la place de la peur?
Peut-être que vous avez peur d'être malade et que le désir, c'est la peur, c'est le désir d'être en pleine santé. Peut-être que vous avez peur de quelqu'un, de ne pas être aimé, et le désir, c'est d'être aimé. Peut-être que vous avez aussi peur d'être trop aimé, d'être étouffé, d'être abusé. Et derrière le désir, c'est je suis aimé pour qui je suis, à sa juste distance. Choisissez votre désir et répétez-le mentalement dans votre tête et ressentez où ça se met dans le corps quand vous nourrissez ce désir. Ressentez la joie qui se manifeste. Imaginez comme si c'était déjà là, que votre désir devient réalité. Et prenez le temps de ressentir le bien-être que cela provoque, de choisir en conscience, dans votre mental, ce que votre cœur veut vraiment. Sentir la manifestation de ce possible. Si tout était possible, ce désir se réalise. Et c'est ça que je veux nourrir. C'est ça que je choisis de nourrir dans ma tête, dans mon mental et dans mon cœur. Prenez une ou deux bonnes inspirations et ancrez cet état d'être. Ça veut dire enregistrer cet état d'être dans votre corps en faisant peut-être un geste, en mettant la main sur la poitrine ou en touchant vos mains, en fermant les mains, en trouvant un petit truc kinesthésique, hein, donc avec le corps, qui va vous rappeler cette ressource, cet état d'être positif quand vous nourrissez votre désir, votre besoin, votre rêve, ce qui se manifeste au plus profond de vous comme une envie profonde. Et puis vous revenez à ici et maintenant, vous ouvrez les yeux et vous vous revenir dans la conférence. Et donc, bienvenue à vos partages. Si vous avez envie de partager l'effet, qu'est-ce que ça a fait sur votre corps de vous connecter à la peur et qu'est-ce que ça vous a fait de vous connecter au désir. Alors, je vous laisse écrire, mais ce qu'on vient de faire ici, c'est une micro-méditation, mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. C'est toujours être à l'écoute de mes émotions, de mes peurs, de mes désirs, de qu'est-ce que ça fait dans mon corps, qu'est-ce que ça fait dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de choisir. Mhm.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est... Je vois Eliane qui dit quand je me suis connectée à ma peur, j'ai senti ma cage thoracique comme enfermée dans un étau. Et bien c'est... Voilà. Et c'est possible aussi que quand on fait ce type d'exercice, ouais, merci Valérie aussi, donc euh, puis en me connectant à mes désirs, j'ai senti que une joie, de la joie et de la relaxation. Valérie qui dit je prends conscience que le désir est plus fort que ma peur et je n'en avais pas conscience. Joanne qui dit passer du sentiment de plombage à une douce légèreté. Et en fait, c'est magnifique. En- vous pouvez faire ça à tout moment. Vous pouvez être l'observateur de vos pensées et décider en conscience de nourrir la pensée qui vous donne le plus d'énergie, qui vous donne le plus de joie. Pourquoi avons-nous été habitués à nourrir la peur? Nous sommes une société où la peur est un moyen qui pour moi est un moyen de on va dire, dominer les gens. Peur des gendarmes, peur de ne pas être conforme. Et donc, on a tellement appris à correspondre qu'on a oublié d'être pleinement dans le désir et dans la joie. Et donc, c'est ce que je vous propose maintenant, après cette conférence, c'est que vous puissiez choisir euh, vos pensées, de devenir l'observateur de vos pensées. Et je pense à ça par rapport aux gens. J'ai une dame qui avait très peur d'être malade parce qu'elle avait une maladie dégénérative. Et, euh, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu préfères? Nourrir la pensée où tu te vois devenir grabataire et que tu te vois te détériorer progressivement? Ou tu veux nourrir la pensée que cette maladie ne t'handicapera pas, que cette maladie va être très lente à se développer et que tu vas rester en bonne santé le plus longtemps possible? Elle me dit, bah, évidemment, je choisis de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et bien donc je dis, ça ne tient qu'à toi de nourrir cette pensée-là. Et donc cette femme, elle a eu un diagnostic il y a 10 ans où on lui avait dit, vous avez une maladie grave, ça sera entre 6 mois et 10 ans que vous allez vivre avec cette maladie, mais vous êtes condamné. Cette femme n'y a pas cru. Elle a dit, ça sera pour moi 20 ans. Et donc, et elle ne s'est pas laissée aller par un diagnostic qui aurait pu la plomber en 6 mois. Si elle avait dit, ok, ben j'ai plus rien à vivre, c'est fini, je vais mourir. Et si elle était partie dans cette spirale négative, elle ne serait plus là. Elle a dit, j'ai des petits-enfants, il faut que j'aille jusqu'au bout de leur éducation, et donc il me faut 20 ans pour arriver à les élever, j'irai jusqu'au bout. Et cette femme est rayonnante, maintenant, elle avait des grands-enfants et des petits-enfants, maintenant elle est déjà grand-mère, et je la vois pleinement épanouie. Je ne sais pas très bien ce qui se passe au niveau de sa santé, parce que j'ai pas suivi, mais en tout cas, elle dégage de l'extérieur une, une joie de vivre et une vie pleinement choisie, une vie vécue. Et c'est ça qui est important. C'est pour pouvoir décider qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et donc dans la loi de l'attraction, et je vous propose de regarder la petite séquence sur YouTube, on ne va pas la regarder maintenant parce qu'il est déjà tard, mais sur mon site Créa Coach, j'ai déposé cette loi sur la page Facebook de Créa Coach. Je vous invite à la liker, à aller voir. Vous pouvez voir la petite vidéo qui explique on va vraiment attirer à nous ce que l'on croit. Et plus on va mettre notre énergie dans cette dynamique-là, plus on va l'attirer. Alors, quand je vois la petite image comme ça, c'est bien sûr que ça pourrait être assez intéressant aussi de se dire, on ne va pas nécessairement attirer, quand je vois ici une personne en particulier, si c'est une histoire de cœur, j'ai envie d'être accompagnée, d'être dans une relation amoureuse, euh, pas nécessairement avec cette personne-là en particulier, mais se dire avec la personne qui me correspond, qui va correspondre à mes valeurs. Et la loi de l'attraction, c'est je crois déjà que je peux attirer ça dans ma vie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous notre contrôle. Donc, en fait,
J'aime bien cette image parce que, comme je le dis, derrière chaque peur se cache un désir. Ici, j'ai peur de rien, ça me fait penser, mais quand j'ai peur de rien, c'est que je désire tout. Et en fait, c'est ça notre plus grand désir. C'est le tout, c'est l'absolu. On désire tout. Voilà. Pourquoi se limiter? Alors, j'aime bien le peur de rien ou je désire tout. À vous de choisir ce que vous avez envie de nourrir. Et le tout, c'est le meilleur pour vous. C'est le plus beau que vous puissiez avoir. Pourquoi euh, choisir de rester dans des limites? Et donc voilà, pour retenir un petit peu la loi de l'attraction, j'ai envie de vous dire, quel est le désir qui se cache derrière votre peur? Et nourrissez ce désir. Et, et donc mettez vos pensées au service de la réalité que vous avez envie de créer. Qu'est-ce que tu veux vraiment nourrir dans ta tête? Euh, Nous avons toujours le choix de nos pensées. Et à côté, j'ai repris une phrase aussi dans l'image de mon livre qui dit, c'est celui qui est le plus conscient qui peut arrêter le processus et stopper l'escalade des pensées de peur qui sont de toute façon stériles. Souvent, c'est vrai, si on revient à toutes les peurs qu'on avait eues tout à l'heure, donnez-moi des bonnes raisons de les garder. À quoi ça vous sert de garder de la loyauté? À quoi ça vous sert de garder de la peur de déplaire? À quoi ça vous sert de garder euh, des peurs de la solitude? Même si ça peut arriver à certains moments de ressentir une solitude, c'est pas en nourrissant la peur de la solitude que ça va vous aider à quoi que ce soit. Nourrir la peur, pour moi, va faire qu'on va créer cette réalité. Et donc, plus on a conscience qu'on construit, qu'on crée notre réalité, plus il est vraiment important de devenir des artisans de nos pensées et de nourrir nos rêves, de choisir nos pensées vers ce qui est juste pour nous et pas de l'à peu près, ce que l'on n'aimerait pas, ce qui nous dérange. Donc, ça demande de la force, en effet, ça demande du courage, de la volonté, mais c'est tout à fait possible, tout à fait accessible. Voilà, on arrive au bout de cette conférence. La conclusion, c'est que, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici, c'est pour révéler l'être, la lumière qui vibre en nous, arrêtons-nous. Prenons le temps de nous arrêter pour écouter avec bienveillance qui nous sommes vraiment, notre cœur, notre corps, notre mental, qui sommes-nous? Et puis laissons-nous guider par les signes de la vie qui nous guident à dépasser nos peurs et à oser être pleinement soi. Nous sommes tous des êtres de lumière, c'est-à-dire que nous sommes tous capables de rayonner. Dès qu'on est en accord avec nos valeurs, dès on sait ce qu'on veut vraiment, ça se diffuse, ça se rayonne et on fait du bien aux autres. Donc, j'ai envie de dire, allumons cette étincelle dans nos yeux en réalisant nos désirs et justement en pouvant rayonner de notre plein bonheur. Et c'est vraiment ça ma mission de vie aujourd'hui. Je me rends compte à quel point je peux transmettre cette joie de vivre parce que je me rends compte à quel point euh, c'est magique. On peut vraiment créer sa réalité euh, et en même temps, on ne s'en rend pas compte à quel point on peut le faire. Et donc, parfois, c'est se dire, tiens, qu'est-ce que j'avais pensé avant qui a fait que j'ai créé ça? Ça, c'est aussi intéressant à se dire. Parfois, j'ai quelque chose qui ne me convient pas, et puis je me dis, mais qu'est-ce que je m'étais dit avant qui fait que c'est quand même arrivé? Et ça, alors, ça permet de savoir quelles sont les pensées conscientes et inconscientes, ce qui se passe dans notre mental, et se dire, mais non, maintenant, je vais nourrir la pensée de ce que je veux vraiment et je le vois se manifester. Et c'est un peu ce qui se passe dans plein de domaines, euh, dans plein d'expériences de vie. Je suis régulièrement confrontée, et ça c'est la vie qui nous fait nous mettre en relation avec des gens qui viennent nous confronter à justement nos certitudes, notre authenticité. Et plus
on s'écoute soi, plus on est en accord avec soi-même, plus on va arriver à accueillir tout ce qui arrive comme des expériences de vie et à justement dépasser ça très rapidement pour encore plus vite rayonner et être des étincelles pour les autres. Voilà, alors, bonne nouvelle pour moi et pour vous. Je viens de recevoir mon petit cahier et donc il est là. Il est arrivé, moi je vous montre à la caméra parce qu'il est arrivé ce matin. Mon petit cahier de poche, j'écoute ce que mon cœur veut vraiment, est arrivé dans ma boîte aux lettres professionnelle et il sera en magasin à partir du mois de juin dans toutes les librairies. Je viens d'avoir le diffuseur, il m'a dit partout en France comme en Belgique et en Suisse. Et donc, je suis très fière. C'est un petit cahier d'exercices pratiques avec la plupart des enseignements que je donne sur J'écoute mon cœur. Il coûte 2 fois rien, 5,70 € et donc, voilà, vous pourrez bientôt le trouver et je suis très heureuse. Ça, c'est un grand plaisir de partager une réussite. Donc, voilà, alors, merci de me donner vos retours. Je voudrais juste encore voir vos feedbacks sur ce chat. Avec quoi vous repartez de cette conférence avant que je donne le dernier message sur Créa Coach et ce que je fais encore. Yann, je vois, j'ai dépassé une grande peur en changeant totalement de profession grâce à toi, car je ne voulais pas m'écouter. Merci et ben, je te souhaite beaucoup de succès et continuer à écouter ton cœur, même si cette profession, qu'elle te convienne ou pas, mais que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres avec quoi vous repartez de cette conférence? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Donc, merci Caroline aussi. Je prends toujours un réel plaisir à faire ces conférences. C'est toujours un petit peu stressant parce que c'est chaque fois un sujet que je retravaille et c'est souvent en lien avec ce que je vis dans ma vie. Et comme quoi je me sens vraiment accompagnée. Et donc Anne-Marie, j'ai compris pourquoi j'avais tant de peine à avancer dans la vie. Waouh, merci. Eliane, merci pour cette belle conférence qui me donne la légèreté du sentiment de la réalisation de mes désirs plutôt que les restrictions de mes peurs. Waouh. Gratitude. Je suis vraiment dans la gratitude pour ces beaux messages. Je suis vraiment... Voilà, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique au- qui fait que voilà, je me sens pleine joie, justement, et de voir cette réalité qui se manifeste de plus en plus rapidement. Christophe, on a encore un peu de travail, mais quelle belle amorce. Ouais, super, merci. Nathalie, je repars avec des outils pour aider mes coachs et super. Joanne, c'était super riche en informations et très nourrissant et une belle synchronicité pour moi par rapport à mon chemin personnel. Merci. Ben voilà que vous dire, je suis ravie que ça vous ait convenu, que ça vous plaise. J'ai encore envie de vous dire, moi j'ai envie de vous inviter aussi, si voulez en savoir plus, à venir découvrir le coaching évolutif. Je vais développer le coaching sur Namur. Voilà, Valérie, tant de réponses et de mise en lumière. Tu as été mon étincelle de la journée, plein d'outils en plus, merci. Super Valérie, merci. Donc, je donne la formation du coaching, découverte du coaching évolutif, qui est vraiment une découverte de soi en 2 jours, avec des outils très concrets pour se connaître et se fixer ses objectifs, se fixer son cadre, savoir ce qui est sous contrôle, pas contrôle, sur quoi on peut agir. Et donc, j'aurai une formation en septembre à Waterloo, une aussi en septembre à Namur. Et donc voilà, et je fais une petite promo pour les gens de Porte Arc-en-Ciel. Donc si vous avez envie de participer à ces ateliers, ben voilà, je vous offre 50% pas 50%, 50 € sur la formation si vous inscrivez avant le 15 juin. Voilà, ça c'est mon petit cadeau. Sinon, j'organise des voyages avec les dauphins, il y en aura au mois de novembre, et il y a plein de choses que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur le site de Créa Coach. Voilà, merci, merci.
Merci Valérie, 2 jours qui ont changé ta vie. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation. Je reste là encore si vous avez encore envie de partager deux, trois petits messages. Je redonne la parole à Françoise.